On va s'attaquer aujourd'hui à une question immense, une question aussi vieille que la philosophie elle-même. Notre langage, ces mots qu'on utilise à chaque seconde, est-ce qu'ils peuvent vraiment, mais alors vraiment, décrire le monde tel qu'il est? Est-ce que c'est une sorte de miroir fidèle de la réalité ou juste une convention, un code qu'on s'est donné? C'est ce petit voyage qu'on va faire ensemble. Alors voilà, la question est posée. Directement, les mots peuvent-ils décrire le monde? Pensez-y une seconde. Quand on prononce le mot arbre, est-ce qu'on capture l'essence de tous les arbres, du petit bonsaï au séquoia géant? Ou quand on essaye de décrire un sentiment en disant la mélancolie, est-ce que le mot arrive à contenir toute la complexité de ce qu'on ressent à l'intérieur? C'est ça le cœur du problème qu'on va explorer. Bon, pour commencer, on va aborder la vision la plus optimiste de la chose, l'idée que le langage, finalement, n'est pas du tout un outil défaillant, bien au contraire. Ce serait une sorte de miroir logique ultra puissant, capable de refléter la réalité avec une précision presque mathématique. Et pour bien comprendre ça, il faut absolument parler d'un philosophe, Ludwig Wittgenstein. Au début du XXe siècle, il débarque avec une théorie fascinante. Le langage est une image des faits. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien pour lui, une phrase bien construite ne fait pas que parler du monde. Elle en partage la structure logique. C'est comme une carte géographique. Elle n'a pas le territoire, bien sûr, mais elle a la même structure, les mêmes relations. Le langage serait donc la carte de la réalité. Et pour que cette fameuse carte fonctionne, Wittgenstein nous dit qu'il y a deux règles du jeu. Elles sont simples, mais très strictes. Première règle, chaque mot doit avoir une définition limpide, sans la moindre ambiguïté. On doit savoir exactement de quoi on parle. Deuxième règle, la façon d'assembler les mots, la grammaire doit suivre une logique implacable. Si on respecte ces deux conditions, alors parler, c'est littéralement peindre une image du monde. Et il faut bien reconnaître que dans la vie de tous les jours, cette vision, elle tient la route. Le langage, c'est pas juste du vent. C'est grâce à lui qu'on construit des ponts, qu'on envoie des fusées dans l'espace, qu'on s'organise en sociétés ultra complexes. Il transmet de l'information fiable, il permet de coordonner des milliers de personnes. Bref, il a un pouvoir bien réel, un impact indéniable sur le monde. Mais attention, ça va encore plus loin, et c'est là que ça devient vertigineux. Pour des penseurs comme Hegel ou notre ami Wittgenstein, le lien est encore plus profond. Pour eux, c'est simple, pas de mots, pas de pensée rationnelle. Une idée qui resterait juste une vague impression, dans la tête, sans les mots pour la structurer, ne serait pas une vraie pensée. Ce sont les mots qui sont le véhicule de la raison. Bon, jusqu'ici tout va bien. Le langage est un super outil, un miroir parfait. C'est beau, c'est propre. Sauf que cette belle image, elle commence sérieusement à se fissurer dès qu'on y regarde de plus près. Le miroir se brise. Est-ce que le langage peut vraiment tout dire? C'est là que les vrais problèmes commencent. Et la première grande fissure, ironiquement, c'est Wittgenstein lui-même qui va nous la montrer. En poursuivant sa réflexion, il se rend compte d'une chose énorme. Son langage-image, sa super carte de la réalité, elle a une limite fondamentale. Elle ne peut représenter que des faits, des choses concrètes, matérielles qu'on peut constater dans le monde. Alors, qu'est-ce qui passe à la trappe? Qu'est-ce qui n'est pas un fait observable? Eh bien, presque tout ce qui donne un sens à nos vies. Dieu, l'âme, le bien, le mal, le sens de l'existence. On ne peut pas décrire ces choses-là comme on décrit une table. Du coup, pour le premier Wittgenstein, en parler n'a, logiquement, aucun sens. Et ça nous mène à sa conclusion, une des phrases les plus célèbres et les plus radicales de toute l'histoire de la philosophie. Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. C'est un aveu spectaculaire des frontières du langage. Il y a tout un pan de l'expérience humaine qui se situe et se situera toujours au-delà des mots. Deuxième grosse fissure dans le miroir. Elle nous vient cette fois d'un linguiste, Ferdinand de Saussure. Et son idée est simple, mais dévastatrice. Le lien entre un mot et ce qu'il désigne est complètement arbitraire. Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison naturelle pour que l'animal bœuf s'appelle bœuf. Le son ne ressemble en rien à la chose. C'est juste un accord passé entre les membres d'une communauté, une pure convention sociale. Et la preuve, elle est éclatante, elle est sous nos yeux. Pour ce même animal, un francophone dit bœuf, un germanophone dit ox et un anglophone dit ox. Si le lien entre le mot et la chose était naturel, on aurait tous le même mot. Le langage n'est donc pas un reflet de la nature, mais un code inventé. La troisième fissure est peut-être plus subtile, mais tout aussi profonde. Les mots sont par nature généraux. Quand on utilise le mot chêne, on ne parle pas de « cet arbre-là » dans le jardin avec sa branche un peu tordue et ses feuilles uniques. Non, on parle de l'idée générale de chêne. Le mot met tous les chênes dans le même sac et gomme leurs particularités. Le langage sacrifie ce qui est unique pour ne parler que de ce qui est général. Et ça, c'est le philosophe Henri Bergson qui l'a le mieux expliqué.
Pour lui, la réalité et surtout notre vie intérieure, nos émotions, c'est un flux constant, un courant ininterrompu. Et les mots, là-dedans, ce sont des étiquettes, rigides, immobiles. Tenter de décrire une émotion avec des mots, disait-il, c'est comme essayer d'attraper une rivière avec un filet. On ne retient que quelques gouttes figées, on a perdu tout le mouvement, toute la vie du courant. Bon, le constat est sévère. Le langage semble limité, arbitraire, trop général. Alors on fait quoi? On se résigne au silence, comme le suggérait Wittgenstein? Surtout pas. Parce que l'être humain a toujours cherché à repousser ses limites, à faire du langage un outil plus puissant, plus subtil. La philosophie, par exemple, c'est un travail constant sur le langage. Les philosophes ne se contentent pas d'utiliser les mots de tous les jours, ils en créent de nouveaux, ils affinent des distinctions pour nous permettre de penser avec beaucoup plus de précision. Et le dialogue philosophique, la fameuse dialectique, c'est une façon de rendre le langage vivant, de le corriger en permanence pour qu'il ne reste pas figé. Et puis, bien sûr, il y a la littérature. La poésie, le roman, là on ne se contente plus du sens littéral des mots. On joue avec leur sonorité, leur rythme, les images qu'ils convoquent. La métaphore, par exemple, devient cet outil incroyable pour dire ce qui, autrement, resterait indicible. Écoutez juste ce vers de Racine. « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» On l'entend, n'est-ce pas? Le sifflement. La répétition du son « se » imite le son du serpent. Ce n'est plus juste une description, c'est une expérience sonore. Le langage, ici, ne se contente pas de dire, il fait ressentir. C'est ce qu'on appelle l'harmonie imitative. Donc, le point crucial à retenir, c'est celui-ci. Toute représentation est un choix. Il n'existe pas de description totale ou neutre. Le langage scientifique, pour établir des lois universelles, doit forcément ignorer les cas particuliers. Un plan d'évacuation d'un bâtiment montre les sorties, mais il cache la couleur des murs. Un poème cherche à capturer une émotion unique au détriment de l'objectivité. Chaque langage est comme un projecteur. Il met en lumière une partie du réel et en laisse une autre dans l'ombre. Et ça nous amène à la question finale, une question qui n'est plus seulement pour les philosophes, mais pour tout le monde, au quotidien. Si représenter, c'est choisir, si parler, c'est sélectionner une facette de la réalité, alors chaque phrase qu'on prononce est un acte créateur. La question n'est donc plus de savoir si les mots capturent la réalité, la question, c'est de prendre conscience de la réalité que nos propres mots sont en train de construire, chaque jour.